Le 26 minutes sport. Score, Résultats, analyse, interview, Afrique, monde. L'information au centre de l'événement. Un rendez-vous hebdomadaire Pour développer l'actualité sportive africaine. 26 minutes sport. 26 minutes sport. Le sport dans tous ses états. Sur Ifriqiya FM. Sur Ifriqiya FM. Salutations l'Afrique, Salama, Nagadef, Ndjaraman, Ayo, Boto, à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, la voix africaine, faite par des Africains pour les Africains. Mes sœurs et frères, bienvenue dans 26 minutes sport, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité sportive du continent africain. Au programme aujourd'hui, un focus sur la Ligue des champions africains de football, les derniers résultats, les surprises et les clubs qui se démarquent. On fera aussi un détour par les terrains de handball pour suivre l'évolution des compétitions africaines. Et puis, on mettra cap sur la République démocratique du Congo. Un coup de projecteur sur la situation du sport et en particulier le football en République démocratique du Congo. 26 minutes sport, un angle d'analyse, d'échange pour les passionnés du sport africain. Avant de commencer notre émission, mes sœurs et frères, n'oubliez pas de liker. On est présent sur Facebook, Instagram, X pour suivre les émissions de Ifriqiya FM. Vous pouvez suivre cela soit via votre transistor, soit via l'application disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, Play Store aussi, on est là. Et écoutez et réécoutez nos émissions via YouTube en replay pour savoir toute l'actualité du sport africain. On attend aussi vos actions et réactions, des commentaires, des messages. Envoyez-nous, mettez-nous des commentaires pour qu'on s'améliore sur le sport africain. Mes sœurs et frères, on commence avec Michel Tobo. Michel Tobo, journaliste et expert du sport et du football congolais. Il est avec nous, Michel. Michel, bonjour. L'actualité en République démocratique du Congo au niveau sportif et surtout aussi le TP de Mazembe. Il sera champion ou pas? Parle-nous, Michel, s'il te plaît, de ce que tu sais sur cette situation. Bonjour Walid, bonjour à tous les auditeurs de Ifriqiya FM. Merci encore de me donner ce petit moment pour réagir par rapport à l'actualité ici chez nous en République démocratique du Congo. Bon, concernant le tout-puissant Mazembe avec le championnat national, Mazembe va rester, on va dire, leader à sa propre succession. Voilà, donc Mazembe qui avait très mal commencé la saison, oui, mais qui depuis quelques semaines ou mois maintenant, Mazembe s'est totalement rétabli, totalement alors. Donc voilà, l'équipe a terminé première de son groupe et est grand favori à sa propre succession. Donc sur ce point-là, il n'y a pas trop à faire. Donc Mazembe va à coup sûr jouer encore le titre cette saison. Mais contre des équipes quand même assez aguerries, on va les dire comme ça. Les équipes de Kinshasa, on va dire avec la montée Mapembe, risquent d'être hors course parce que voilà, elles ne sont pas véritablement en forme, minées par des querelles intestines, qui ça risquerait quand même d'être assez compliqué. Mais les équipes de Kinshasa qui pourront peut-être faire face à Mazembe, c'est peut-être la formation des Aigles du Congo, qui était l'équipe révélation la saison dernière. C'est vrai, c'est une jeune équipe, et elle a failli de peu participer justement à la Coupe de la Confédération la saison passée, barrée justement par le tout-puissant Mazembe qu'il avait battu lors de la dernière journée parce que l'équipe avait besoin d'une victoire pour justement aller en Coupe de la Confédération. Donc l'équipe est encore en forme cette saison et elle a encore prouvé. Et encore, mais il y a également des outsiders comme l'AC Rangers, voilà, qui peuvent encore se permettre donc voilà de compliquer un peu la tâche à cette formation du tout-puissant à Mazembe. Mais il y a également Lupopo, donc l'équipe rivale de Lubumbashi de Mazembe qui est également là. Donc voilà, sera sur cette base-là que cette deuxième phase du championnat national va se dérouler. Michel, ça me fait un peu rigoler. Et la Coupe du Congo, elle sera là, elle sera pas là, la Coupe nationale? Concernant la Coupe du Congo, voilà, je vous explique, c'est une compétition très particulière, et voilà. Mais si je me mets à vous expliquer ça ici, vous pourrez peut-être prendre toute une journée, mais je vous fais on va dire un bref résumé sur cette compétition, la Coupe du Congo, qui est une compétition délaissée, tout simplement. Voilà, l'ancien comité Constant Marie a fait en sorte que cette compétition, entre guillemets, ne soit plus
prise en considération, bien que le vainqueur de cette compétition participe à la Coupe de la Confédération. Ailleurs, on voit que la Coupe nationale, c'est tous les clubs du pays qui participent, hein, que ce soit des clubs professionnels ou des clubs amateurs. Mais ici, chez nous, en République démocratique du Congo, la Coupe du Congo est réservée entre guillemets aux clubs de deuxième ou même, je dirais, des clubs de troisième zone. Les clubs qui jouent le championnat national ne s'y intéressent vraiment pas. Voilà, c'est quand même assez bizarre. Mazembe n'a pas été disqualifié la saison dernière. Mazembe voulait même jouer cette Coupe du Congo la saison dernière. Voilà, mais bon, il n'y avait pas de risque que Mazembe ne puisse pas jouer cette compétition. Mais bon, elle a elle-même pris des distances pour ne pas jouer cette compétition. Donc, c'est une compétition assez valeureuse qui doit normalement faire partie du palmarès d'une équipe, mais malheureusement, on l'a désacralisé ici chez nous, en République démocratique du Congo. Donc, c'est même la raison pour laquelle l'AS Club, qui a échoué, qui est sorti 7e sur 12 équipes de play-off la saison dernière, qui s'est rabattu justement sur la Coupe du Congo, qu'il a remportée et qui lui a permis justement d'avoir une place pour la Coupe de la Confédération la saison dernière. Donc voilà, on reviendra peut-être sur cette compétition en long et en large lors de nos prochaines interventions. Il y a aussi un événement, on va dire, des matchs qui sont relocalisés. On parle souvent de cela au niveau du football congolais et du sport, mais surtout au niveau du football. Éclaire-nous, Michel, par rapport à cela. Bon, par rapport à la relocalisation, je ne parlerai même pas de relocalisation. Donc, il y a 3 équipes. Vous en avez certainement parlé lors de mes dernières interventions. Il y a 3 équipes de l'est du pays, l'AS Dauphin Noir, Étoile du Kivu et la formation de Bukavu Dawa, qui n'ont pas joué la phase retour de la première manche du championnat. Donc, ces équipes sont tout simplement éliminées. On a joué la phase retour sans ces équipes-là, donc voilà. Mais la deuxième phase du championnat va se jouer en 2 villes, voilà, c'est ce qui a été décidé. Ça sera Kinshasa et Lubumbashi, mais il y a 3 équipes qui sont en train de bouler justement, on va dire cette façon de faire. Il y a Mané Maignon, Sangabalende ainsi que la formation du FC Tanganyika, et voilà. Mais à l'allure où vont les choses, ça risquait quand même d'être compliqué pour ces 3 clubs parce que le calendrier de la phase allée des playoffs vient d'être publié. La phase retour, disons la phase allée commence ce 23 avril. C'est très compliqué. Ces clubs ont déposé un mémorandum au niveau de la Fédération congolaise de football association, mais j'ai bien peur que cela ne trouve pas gain de cause. Donc voilà, et ils sont 3 sur 9. Voilà, donc ils sont pas assez nombreux pour faire le point, pour que voilà qu'il y ait un changement de situation. Bien que quelque part ils n'ont pas tort parce que le règlement ne dit pas que la phase retour ou les playoffs doivent se jouer sur 2 sites, Kinshasa et Lubumbashi. Le règlement ne le dit pas. C'était une entente entre la Linafoot, la FECOFA et les clubs. Voilà, c'est ce que la FECOFA nous a dit. Voilà, mais aux dernières minutes, il y a eu ce revirement de situation de la part des 3 clubs. Mais je pense qu'ils vont jouer quand même. Voilà, parce que ça servirait à rien d'avoir joué, on va dire la première phase du championnat pour ne pas jouer le playoff parce que voilà, on n'est pas satisfait du fait qu'il y a eu une décision qui ne respecte peut-être pas l'équité, comme c'est la raison première que ces clubs ont pris. Donc je pense qu'ils vont jouer, que voilà, on verra dans la mesure du possible comment la situation va évoluer. Michel, mais la sélection qui est dirigée par Sébastien Desabre, assisté avec 2 Algériens, Rachid Hamidi et Karim Masmoudi, est toujours stable, non? Il n'y a pas de soucis? Bon, du côté de la sélection nationale, tout va bien pour le moment. Les leçons à tirer, c'est ce qu'il faut garder la dynamique. Voilà, donc il y a déjà une nouvelle dynamique déjà qui a été impulsée par Sébastien Desabre dès son arrivée. Et la dynamique en question est en train de continuer. Donc il est en train d'intégrer petit à petit, voilà, les quelques joueurs qu'il est en train de convaincre, les binationaux, pour rejoindre la sélection. Tant mieux. Donc voilà, les premières rencontres ont été bonnes pour le moment. Donc voilà, on est sur la bonne route. L'équipe est qualifiée
qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. L'équipe est très bien en place pour un retour en Coupe du Monde. Donc tous les signaux sont ouverts pour le moment et on espère que cela va continuer. Les leçons à retenir, c'est ça qu'il faut garder les pieds sur terre, la tête sur les épaules, parce que le chemin est encore très long. Voilà, donc les éliminatoires de la Coupe d'Afrique ne sont pas encore terminés. Les éliminatoires de la Coupe du Monde ne sont pas encore terminées, donc il faudra avoir la tête froide, tout simplement, pour prendre match par match et voilà, et atteindre les objectifs que cette sélection s'est assignée, qui est justement de se qualifier pour cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations et bien évidemment la Coupe du Monde que nous attendons ici au pays depuis plus d'une cinquantaine d'années maintenant. Michel, on parle d'un prodige congolais, Bongili, et la nouvelle star chez vous, chez les jeunes léopards. Parle-nous de ce joueur. Oui, c'est un jeune qui confirme effectivement, faveur du Bongili, c'est vrai. Il a déjà confirmé. Il est en train de confirmer, c'est pas encore le cas. Voilà. Il est actuellement en préparation avec la sélection nationale de moins de 20 ans qui va participer dans quelques jours à la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans du côté de l'Égypte. Donc voilà, c'est un jeune qu'on doit suivre, tout simplement parce qu'il est très bon. Voilà, il est très bon techniquement. Lamine Ndiaye du côté de Mazembe est en train petit à petit de lui donner un peu de temps de jeu pour le responsabiliser davantage. Donc c'est un espoir du football national à congolais, mais de son côté, il doit être on va dire calme, tout simplement, de ne pas trop s'affoler, voilà, de profiter du temps de jeu qu'on lui donne justement pour continuer à se développer. Mais il a vraiment, on va dire, une vitrine, voilà, cette Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans qui va lui permettre d'éclore davantage pour faire voir que voilà, c'est quand même un joueur d'avenir et que la sélection nationale congolaise pourra compter sur lui pour les jours à venir. Aussi, je reviens sur le dossier du financement au Congo et chez le TP Mazembe. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des problèmes financiers? Est-ce que c'est ça le souci de la décadence du TP au niveau de la Coupe d'Afrique? Bon, le financement, je dirais pas que le financement est sensible. Voilà, Mazembe, on doit vous dire la vérité, c'est une question politique tout simplement. Le président de Mazembe, Moïse Katumbi, que vous connaissez très bien, était un farouche opposant à l'actuel président de la République. Curieusement, qui était son allié il y a quelques temps seulement, voilà. Donc, pour Mazembe, en rapport avec les financements, c'est politique, tout simplement. Voilà, il n'y a pas très grand chose à dire là-dessus. Tous les clubs congolais ici qui participent aux compétitions africaines interclubs bénéficient des subsides de l'État. Voilà, mais Mazembe ici, Mazembe ne bénéficie pas de ces subsides. C'est pour la simple bonne raison que son président, Moïse Katumbi, est opposant. Voilà, vous savez ce que ça fait. Donc voilà, c'est dommageable, voilà, parce que Mazembe c'est quand même un des flairons, c'est pas le flairon du football congolais de ces 10 dernières années. Et obligatoirement, l'équipe doit bénéficier donc des subsides du pays, comme l'ensemble des clubs congolais qui participent aux compétitions africaines interclubs. Je ne vois pas pourquoi Mazembe, parce que son président est un opposant au régime actuel au pays, ne doit pas bénéficier donc de ces subsides. Donc voilà, c'est tout à fait logique. J'espère que ça changera et que Mazembe pourra bénéficier, pourra entrer, on va dire, en ligne des comptes justement pour récupérer tout ce que l'État congolais lui doit en termes de financement ou en termes d'argent. Michel, il y a une question aussi qui m'intrigue, je pense que tous nos auditeurs au Congo, ils se la posent. Et les joueurs locaux se trouvent où dans l'échiquier de Sébastien Desabre au niveau de la sélection? Bon, les joueurs locaux, par rapport à cette sélection, je ne pense pas que Sébastien Desabre va changer sa philosophie. Il est venu avec une philosophie d'évoluer plus avec des binationaux, les joueurs qui évoluent à l'extérieur du pays. Tant mieux, voilà, ça fonctionne pour le moment. L'équipe, la sélection nationale n'a pas de soucis, tant mieux, voilà. Donc on ne peut que continuer par rapport à cela. Et bien évidemment, il y a quelques binationaux encore qui sont en train de frapper à la porte de la sélection. Voilà, je peux quand même vous citer Steve Kapwadi, qui est du côté du Legia Varsovie, qui est titulaire dans son équipe, voilà, et qui a déjà fait des appels de pied. Il y a le jeune Warren Bondo de Milan, voilà, qui a été même rencontré par Sébastien Desabre, qui pourrait se retrouver sur la liste pour le mois de juin prochain. Et l'équipe est en train de courir également derrière Van Bissaka, qui évolue du côté donc de West Ham, donc c'est un ancien de Manchester United. Donc voilà, et voilà, ils sont peut-être là des jeunes joueurs qui pourront peut-être intégrer la sélection si jamais ils acceptent de venir, bien évidemment. Mais bon, au mois de juin ici, c'est sûr que Sébastien Desabre va nous réserver quelques surprises quand même concernant justement les jeunes binationaux qu'il est en train de convaincre par-ci par-là pour rejoindre cette sélection.
Michel, merci de ta gentillesse et de ton hospitalité. Si tu veux rajouter quelque chose? Merci à l'ensemble des auditeurs d'Ifriqiya FM. Merci à la confiance que voilà vous nous accordez du temps que nous passons sur les antennes de cette radio. Merci infiniment à vous tous. Donc voilà, on se retrouvera certainement la prochaine fois pour d'autres actualités ici en République démocratique du Congo. Merci Walid et bonne continuation à vous. Merci Michel, et on se retrouvera très très bientôt. De Michel, direction Amr Fahmi, journaliste égyptien qui travaille aussi pour des grands médias internationaux, polyglotte, qui connaît très 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 bien l'Afrique. Il est avec nous. Amr, comment tu vois la présence des clubs maghrébins et nord-africains en demi-finale de cette Coupe d'Afrique? Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas des équipes maghrébines dans cette édition. On avoue que Orlando Pirates a éliminé le Mouloudia d'Alger, la même chose avec Sundowns qui a éliminé l'Espérance de Tunis. Donc, c'est seulement les deux équipes de l'Afrique du Nord et les deux sont égyptiens, Pyramids et Al Ahly. C'est un surpris, mais je pense que ça veut dire que le foot sud-africain est en progrès et on doit faire le travail dans l'Afrique, à l'Afrique du Nord pour égaliser ce progrès des clubs sud-africains. Amr, on a vu le Ahly samedi qui était là. Parle-nous de ce match-là du Ahly. Je pense que le meilleur joueur pour Al Ahly a été Imam Achour, milieu de terrain offensif, qui a fait tout. Si Al Ahly pouvait gagner, c'est pour Imam Achour. Je crois que les supporters d'Al Ahly espèrent beaucoup de lui pendant le match retour au Caire pour faire la différence, pour marquer, pour tirer à la distance. Il est un très bon joueur. Pour Pyramids, je pense que le Burkinabé Blati Touré était exceptionnel à Johannesburg. Donc, il était le joueur clé pour l'équipe de Pyramids. Et Orlando, Amr, qui a été le meilleur joueur dans cette équipe d'Orlando? Je crois que les deux attaquants extrêmes de Orlando Pirates, Nkota et Mofokeng, sont très bons joueurs et ils ont toutes les possibilités pour aller le plus loin possible. En Europe, ils ont beaucoup de talent, ils ont beaucoup de précision dans la ligne d'attaque. Donc pour moi, il y a beaucoup de potentiel. Et pour la dynamique psychologique, le Ahly a assuré. Pour moi, je vois que le Ahly a assuré sur la dynamique psychologique. Pour la dynamique psychologique, oui. Je pense que Al Ahly qui éviter perdre en Afrique du Sud est une grande chose pour l'équipe égyptienne. C'est un coup de confiance pour rester concentré pendant le match retour. Et la même chose pour Pyramids. Avoir un match nul est une bonne chose. Et oui, les deux clubs maintenant égyptiens sont les favoris pour jouer en finale. Amr, il y a vraiment une rivalité qui est en train de se construire au niveau football entre les Sud-Africains et les Égyptiens, non? Il n'y a pas de rivalité, mais il y a beaucoup de confrontations entre les équipes égyptiennes et sud-africaines. On a vu ça pendant la qualification pour le CHAN, la CAN moins de 17 ans, et on va voir la CAN moins de 20 ans, et l'Égypte, Afrique du Sud autrefois, et la CAN à la fin de l'année. L'Égypte et l'Afrique du Sud vont jouer. Zamalek Stellenbosch dans la Coupe de la Confédération, Al Ahly Orlando dans cette Ligue des Champions, maintenant Al Ahly Sundowns et Orlando Pyramids. Donc oui, il y a beaucoup de confrontations. Mais il n'y a pas de rivalité pour moi. Je crois que ça veut dire que les deux pays font bien au plan footballistique. Aussi, on aimerait bien, comment tu vois le match retour pour les Égyptiens dans ce contexte-là?
Pour le match retour, je pense que les deux équipes égyptiennes sont les favoris pour gagner et pour aller en finale, mais on doit rester concentré parce que un but à l'extérieur peut compliquer les choses. Si Mamelodi Sundowns marque ici au Caire face à l'Ahli, donc l'Ahli doit marquer 2 buts, la même chose pour Pyramids face à Orlando. Donc ça ne sera pas facile, ça sera une affaire très très compliquée. C'est un scénario probable que les deux matchs finissent au tir au but, mais on va voir ce que va passer. En cas de finale Ahly-Orlando, ton analyse ou ta projection sur ce match? En cas de finale Orlando Pirates à l'Ahly, ça ne serait pas la première fois parce que les deux équipes ont joué la finale en 2013, un match nul à Johannesburg et l'Ahly a gagné ici au Caire 2-0. Donc peut-être c'est la chance pour Orlando pour gagner cette fois-ci, mais ce ne sont pas deux styles très différents. Peut-être l'Afrique du Sud joue en général, tous les clubs en Afrique du Sud jouent un style de football moderne. C'est pas physique comme autre école au continent. L'Afrique du Nord c'est pas aussi technique mais plus tactique. Donc oui, ça sera intéressant. C'est ce que je peux dire. Amr, avant de conclure, la Coupe d'Afrique U20, elle est pour bientôt. Il y a des matchs aussi, je pense que les Sud-Africains sont là, les Égyptiens aussi. Parle-nous de cette Coupe d'Afrique U20. La CAN moins de 20 ans, tout le monde ici attend le coup d'envoi. Et le match d'ouverture sera entre l'Égypte et l'Afrique du Sud, comme toujours. Ça sera très intéressant et les villes sont déjà prêtes, Ismailia, Suez, Le Caire, tout est prêt et on va voir les 4 équipes africaines qui vont à la Coupe du Monde au Chili. Merci Amr, si tu veux rajouter quelque chose. Merci mon frère, c'était un plaisir, merci. On te remercie encore une fois, Amr, et bonne chance aux frères sud-africains et aux frères égyptiens dans leur compétition. On terminera avec le handball avec Kevin Dekou, qui est sélectionneur de l'équipe nationale de la Guinée au niveau masculin. Il a travaillé avec la Tunisie. C'est une sommité au niveau du handball africain. Il est avec nous. Kevin, bonjour. La Super Coupe d'Afrique des clubs champions. Quels sont les favoris? Quelle est ta lecture de cette compétition? Bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Encore merci Walid de cette invitation. Alors pour répondre à ta première question, pour la Super Coupe des clubs champions, il y aura plusieurs équipes qui seront favorites, parmi lesquelles El Ahly, forcément les Égyptiens, à domicile et tenant du titre. Et l'Espérance de Tunis, le grand club tunisien qui sera aussi présent. Donc ça va rester une grande compétition de qualité où les meilleurs se rencontrent. Mais je pense que quand même ces deux équipes sont quand même au-dessus du lot et risquent de s'affronter en finale. Donc une belle finale en perspective. Kevin, aussi, il y a le championnat d'Afrique cadet junior qui sera en Algérie bientôt. Parle-nous de cette compétition aussi. Alors concernant le championnat d'Afrique junior et cadet féminin qui aura lieu en Algérie, l'évolution du handball africain, surtout dans le secteur féminin, reste, on va dire, avec une belle évolution de l'Égypte, comme je l'ai dit dernièrement, surtout dans le secteur jeune. Les équipes cadettes et juniors égyptiennes sont en pleine évolution et performent. On a vu sur les dernières compétitions. Après, il y aura le gros favori qui est l'Angola, comme d'habitude, qui, je pense, va dominer les cadets et les juniors. Après, il peut y avoir des surprises, comme l'a été la Guinée, parce que pour moi, la Guinée est sur une évolution permanente et fait partie des meilleurs en jeunes. Donc, je pense qu'ils peuvent encore être sur le podium, voire une finale comme ils l'ont fait la dernière fois face à l'Égypte. Donc voilà, je dirais ces 3 équipes seront au rendez-vous. Et puis après, d'autres équipes peut-être être des surprises. Mais je les vois un peu plus stagner, les autres équipes. Ces 3 nations travaillent énormément, donc forcément évoluent, ils seront au rendez-vous. Mais pour les autres, j'ai pas de son et d'image, malheureusement.
Kevin, toi qui connais très bien le handball international, la visibilité des compétitions africaines, surtout au niveau des jeunes, est-ce que c'est suffisant ou pas? Après, concernant la visibilité de ces compétitions, est-ce qu'elles suffisent? Très bonne question. Moi, je pense qu'il faut encore revoir le système de communication dans le handball africain pour avoir un peu plus de visibilité. Malheureusement, il y a le coût des chaînes. Est-ce que c'est attractif? Ça, c'est une autre question. Mais ouais, je pense que s'il y avait un peu plus de visibilité, il y aurait un peu plus de joueurs ou de joueuses qui pourraient voilà, être transférés en Europe, avoir leur chance et performer encore plus. Là, ça reste assez restreint à l'Afrique et malheureusement, ça ne permet pas d'avoir une grande visibilité et que ces joueurs ou joueuses puissent découvrir d'autres horizons. Mais à l'avenir, ouais, je pense que ça serait très bénéfique pour tout le monde. Après, voilà, c'est une question de business. Après, c'est économique et ça nous dépasse, on va dire. On parle souvent en Afrique qu'il n'y a que quelques pays qui organisent les grands événements, c'est toujours les mêmes. Pourquoi, Kevin, ce genre de débat et pourquoi cette organisation que pour certains pays? Après, oui, c'est clair que concernant votre quatrième question, concernant les pays qui s'organisent, c'est toujours les mêmes, entre autres l'Égypte. Là, ça va être le grand retour de l'Algérie. C'est souvent aussi la Tunisie. C'est parce qu'ils ont des structures en capacité de répondre aux exigences des cahiers des charges et c'est pour ça qu'elles obtiennent les organisations parce qu'elles se donnent les moyens au niveau structurel, au niveau administratif, au niveau moyen humain. Bah, faut que les autres bossent dessus. Là, on l'a vu sur la dernière compétition qui était à Kinshasa où bah quand on se donne les moyens, on peut réussir. Même l'Angola l'a déjà fait. Donc non, mais tout le monde peut le faire. C'est une question d'envie, de moyens et de politique. Si les politiques, les ministères mettent les moyens aux fédérations, les fédérations peuvent mener à bien ces opérations. Voilà. Maintenant, ça reste sur des acquis. Et l'Égypte, voilà, hein, ils ont des infrastructures monstrueuses et magnifiques. L'Algérie, pareil, ils ont un patrimoine. On a vu Oran, qui est une magnifique ville avec des infrastructures magnifiques via l'organisation des Jeux méditerranéens. Tunisie, pareil, il y a des structures de qualité. Mais ça serait bien, oui, je suis tout à fait d'accord que d'autres pays donnent du leur aussi pour qu'on puisse voir d'autres climats, d'autres environnements, que ce soit représentatif de toute l'Afrique. Mais voilà, c'est des politiques. Et ça, c'est pareil, il faut des moyens, il faut l'envie. Et ça, c'est pas nous, techniciens, qui peuvent changer cela. Kevin, et toi, ancien sélectionneur, on va dire, quel conseil que tu donnes à nos chers athlètes? Et pour finir, en tant qu'ancien sélectionneur, je dirais pas qu'ancien, je suis toujours sélectionneur de la Guinée senior masculine, donc je suis toujours en place. Tu veux déjà me mettre à la retraite, mais je suis encore jeune, il me reste encore du temps. Mais non, blague à part, qu'est-ce que je leur donnerais comme conseil, c'est d'évoluer à travers des compétitions et de faire progresser leurs joueurs, surtout en termes de formation, c'est ça qui est important. De pas penser sur une compétition, de penser sur un cycle. Un cycle, c'est 3 ans. Donc de travailler sur 3-4 ans et à la finalité, on fait le bilan. Une compétition, ça se prépare. C'est pas, ça se subit et on vit au jour le jour. Malheureusement, en Afrique, c'est souvent le cas. Alors qu'on a les moyens de préparer sur du long terme. Et le long terme, c'est source de performance et de résultats. En termes d'expérience, moi, je l'ai vécu avec la Guinée. On a mis beaucoup de temps, mais à la finalité, on a eu des résultats. La Tunisie, j'ai fait pratiquement 2 ans avec une grande préparation et on a eu des résultats. Donc, avec une préparation, il y a des résultats. Forcément, qui dit préparation, c'est la préparation physique en amont et mentale qui est dans le handball moderne. C'est-à-dire que maintenant, on a besoin aussi des handballeurs qui ont beaucoup de mental et qui tiennent le choc face à la pression, etc. Mais c'est pareil, ça c'est à nous d'absorber ça et de les mettre en pratique face à des situations complexes qui soient prêts au moment dit par rapport à cet aspect-là qui est très très important dans le handball moderne. Le public, l'environnement extérieur, la pression des familles, la pression du résultat. Donc il y a plein de choses qui fait partie des nouvelles conditions pour réussir. Mais c'est nous et le staff qui devons mettre les moyens, mais pour cela, il faut que les fédés nous donnent les moyens à travers les ministères
et qu'on travaille sur du long terme. Kevin, si tu veux rajouter quelque chose, un dernier mot pour les auditeurs de Ifriqiya FM. Un dernier mot, je vous remercie encore cette invitation et puis je souhaite que ces prochaines fêtes du handball soient réussies, que notre handball, je dis notre handball africain progresse encore et que toutes les nations puissent encore évoluer et qu'on tire le handball africain vers le haut pour affronter les meilleurs en Coupe du Monde comme on l'a fait nous précédemment. Donc voilà, et je passe un bonjour au peuple africain de toute l'Afrique et je leur dis à bientôt pour de prochaines aventures tous ensemble. On remercie Kevin Dekou de sa gentillesse, de son hospitalité sportive. C'est déjà la fin de 26 minutes sport. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à nos invités pour leur analyse et leur passion pour le sport. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro, toujours au cœur du sport africain. Prenez soin de vous et vive le sport et vive l'Afrique.